Bonsoir et bienvenue sur les ondes de 99media.org. Je suis en direct de la librairie Le Port en Tête sur la rue Mont-Royal à Montréal pour une grande discussion entre Gabriel Nadeau-Dubois et Samuel Archibald. On commence à la meilleure façon, c'est si tu fais oui, c'est ça. Moi, je vais chercher ça. Je veux que les faits soient corrects. Je veux faire le reste. C'est ça. Surtout au début, surtout quand je faisais la marche. 4-5 dans la rage. La question s'en va pas. C'est ça. Entrer la vie. Ça va attirer. Ça, c'est la main. Je commence avec ce que je suis pas avec. Dans le troisième phrase. Parce que Classique déjà. c'est pas un abstract show. Ça, je fais vraiment comprendre parce que
Oui, de temps en temps. Ça fait non, il n'y a personne qui m'a dit Ça devenait gênant. Alors, l'événement est en direct de la librairie Le Port en Tête, située au 262 rue Mont-Royal-Est. La salle est pratiquement pleine en ce moment. Alors, votre meilleure façon de pouvoir assister au débat et à la discussion, c'est toujours d'être sur la web diffusion. On me parle ici et je réponds là. Je pose mes questions là et je réponds là. Ça veut dire que
s'il y a des cocktails, on va les changer dans vos tiges. Mais comment tu fais leur correctrice, dans mon oncle, si tu veux, ils ont acheté la télévision. Tout ça, ça en sortait. Non, je vais aussi essayer de faire des Comme les joueurs, tu patines de cette c'est ce que j'avais reçu, c'est ce que ça fait des c'est ça, il reste quelques places. Ah non, moi je veux pas. Moi je peux pas la manche cachée, je suis tellement grand. Je vais continuer, il y en a deux là devant. C'est une place juste devant. J'ai dit à Anne que ça me coûte la place. Reste une place. Non, c'est ça. Bienvenue à tous. Bienvenue, je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde à la librairie Le Port de Terre. Je me présente, je suis Anne Martin. Je vais animer la soirée, si besoin est. On aura besoin d'animer à la quantité, au nombre de gens ici, je pense que ça va lever assez rapidement. Nous sommes réunis pour parler de deux récents essais, des essais de Samuel Archibald et de Gabrielle Nadeau-Dubois, qui ont mené des réflexions sur le monde tel qu'il va, sur notre monde, avec un point de vue assez optimiste, même si parfois un ton un peu triste peut poindre dans les textes. Mais on verra bien ce qui ressort de tout ça. Quel est le point de vue qui va triompher à la fin de la discussion. Pour ce qui est du format de la discussion ce soir, je tiens à vous dire qu'on va réserver un peu de temps pour les interventions du public à la fin, si vous avez des questions à poser, si vous avez des commentaires à faire. Mais tout ça sera précédé par un dialogue entre nos deux auteurs que je vais présenter tout de suite, même s'ils n'ont pas vraiment besoin de présentation. Faisons les choses formellement. Samuel Archibald est professeur au département d'études littéraires de l'UQAM. Son premier ouvrage de fiction, le recueil d'histoire Arvida, est paru au Cartanier en 2011 et s'est mérité en 2012 le prix des libraires et le prix Coup de cœur Renaud-Bré.
Son ouvrage qui nous amène ici ce soir est son récent essai publié par Atelier 10, Le sel de la terre, un très beau titre très évocateur. Le sel de la terre, confession d'un enfant de la classe moyenne. C'est un recueil où s'entremêlent, où se répondent aussi des confessions, des mises en scène de souvenirs d'enfance et des réflexions plus objectives sur ce que recouvre la notion de classe moyenne qui est convoquée abondamment dans le discours social et parfois de façon un peu tordue, mais on verra bien. Et Gabriel Nadeau-Dubois, ici, qui est connu pour avoir été le porte-parole de la classe pendant la grève étudiante du printemps 2012. Il est maintenant étudiant à l'Université de Montréal en philosophie et chroniqueur à la radio de Radio-Canada. Son essai très personnel, paru chez Lux, s'intitule « Tenir tête ». Gabriel Nadeau-Dubois y présente une chronologie commentée du printemps 2012 et expose au fil des événements son parti pris pour un Québec égalitaire et une éducation qui saurait s'affilier durablement à la pensée critique et à une véritable culture. Première question qui s'adresse à tous les deux, en fait, et vous pourrez peut-être intervenir au fil des commentaires de l'autre. Je voudrais savoir ce qui a fait naître l'urgence d'écrire ces deux essais-là. Pourquoi, soudainement, on comprend que l'idée de la classe moyenne, Samuel Archibald, est très présent dans le discours social, mais pourquoi cet essai-là maintenant? Je pense que ça, il y a quelque chose de frappant en lisant l'essai de Gabriel, ça m'a frappé. Je pense que c'est deux livres qui viennent de la même place. Moi, ça vient du Printemps érable aussi. Je viens de dire Printemps érable, ce que je me jure toujours de ne pas faire. Donc, excusez-moi. Donc, du printemps étudiant, mais la grève étudiante de 2012, mais il y avait ce côté-là, c'est-à-dire il y a un moment où je pense que, comme Gabriel, je me suis rendu compte qu'une chose qui me frappait particulièrement, c'était l'instrumentalisation de la classe moyenne dans le discours et cette façon de retourner la classe moyenne contre elle-même. C'est-à-dire, à un moment donné, dire la classe moyenne, il faut faire la guerre aux étudiants au nom de la juste part, cette sinistre formule, et bon, du principe d'utilisateur-payeur, qu'on ne va jamais nommer comme ça, mais là, la classe moyenne, c'est toujours ce trait-là, elle ne peut pas payer pour tout le monde, donc les étudiants vont payer pour leur éducation. Donc, moi, ça s'est mis à traîner pas mal dans ma tête, et quand Nicolas, qui est quelque part là-bas, m'a demandé de contribuer à un moment à la collection de documents, c'est ce qui m'est resté. C'est-à-dire, j'ai dit, moi, je vais faire un truc. Ben, Nicolas avait déjà fait un nez rouge sur son journal de l'année de grève. J'ai dit, je ne vais pas refaire le même truc, mais je vais développer ce qui a été un peu mon verre d'oreille durant toute cette année-là, c'est-à-dire la classe moyenne. Qu'est-ce que ça mange en hiver, la classe moyenne? Pourquoi on me sort la classe moyenne? Je l'ai dit souvent, un peu à gauche, à droite aussi. Ça m'a frappé beaucoup, c'est-à-dire, contrairement à un certain nombre de termes du discours médiatique, si on parle de... Quelqu'un me parle du 99%, je sais que je suis en train de parler à Mathieu Bock-Côté, à moins qu'il m'en parle en mal. À l'inverse, si on parle des majorités silencieuses, du monde ordinaire, tout ça, je sais que j'écoute Stéphane Gendron, c'est clair. Il y a quelque chose qui se pose très très vite. Alors que la classe moyenne, pouf, tu vois ça apparaître tout à coup, des gens plutôt à droite, des gens plutôt à gauche aussi. C'est important dans le discours du NPD, ça revient sur le site, c'est revenu, c'est le grand leitmotiv du deuxième mandat d'Obama et qui voit la classe moyenne américaine dans sa soupe. Donc là, il y avait ce côté-là, c'est-à-dire pourquoi, tous azimuts, on ramène la classe moyenne et tout à coup, le jeu démocratique et économique a l'air d'une bataille pour la classe moyenne et parfois contre la classe moyenne. Mais ce groupe-là, au point de départ, en choisissant de nommer cet essai-là le sel de la terre, on est retourné à Saint-Mathieu quand même. Oui. C'est un titre très pré-charte des valeurs québécoises. Là. Il est peut-être ostentatoire à l'heure où on se parle. Mais c'est entre le discours évangélique des béatitudes, donc les derniers seront les premiers, etc., et l'accomplissement de la loi. Oui. Mais pour moi, c'est vraiment la façon de témoigner d'une chose, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'on en parle, du sel de la terre, souvent de la classe moyenne, c'est-à-dire le bon monde, le bon peuple. Pour les gens qui disent plus peuple, là, il y a le côté de la classe moyenne, et je me rappelle autour
Encore récemment, j'avais déjà fini le livre, mais c'est arrivé tout de suite après, autour du prix réglementé du livre, où il y avait François Legault qui arrive avec « Faut que la pauvre madame de classe moyenne puisse acheter son livre un peu moins cher au Costco, sinon elle n'ira pas son 50 Shades of Grey aux tragédies. » Mais tu sais, c'est encore ça. Et là, c'est la pauvre petite madame de classe moyenne qui n'a pas les moyens d'acheter ni ses livres, ni son maïs ségrené ailleurs qu'au Costco. Et ça me rend fou, cette affaire-là, à bien des égards. Et donc, l'idée du sel de la terre, c'était pas juste d'être dans une critique. Je pense que si le livre débute en Inde, où je parle d'une scène que j'ai vécue en Inde, c'est un peu pour dire ça. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, on est pris avec un paradoxe. C'est-à-dire, le drame que vit la classe moyenne en Amérique du Nord, comme partout en Occident, il est dérisoire. Il est dérisoire parce que, à comparer de plein de pays émergents ou pas du tout émergents, c'est pas vrai qu'on fait pitié. Mais il est réel. C'est-à-dire, il y a une vraie attaque pour elle. Il y a une vraie menace de ce que Gabriel appelle ses conditions institutionnelles d'existence. Ça, c'est menacé pour vrai. Donc, son drame est réel, son drame est dérisoire. Donc, moi, partant de là, je voulais faire un essai qui est à la fois empathique et impitoyable. Donc, je ne sais pas, il y a un moment où je suis totalement dans l'empathie par rapport à ça, mais j'arrive quand même à ce moment-là où le mode de vie qui est devenu souvent celle de la classe, celui de la classe moyenne, de ce qu'on appelle la classe moyenne aujourd'hui, ben, j'arrive avec la formule, tu sais, à partir du moment où on est prêt, où la classe moyenne est prête pour sauver 5 piastres et quart, à acheter à ses enfants des bébelles faites par d'autres enfants en Chine, la classe moyenne s'en va sur le diable de toute façon. On va revenir à la donc, conception pour moi, de la classe moyenne dans vos deux ouvrages, parce qu'il y a quand même un nœud autour de ça. Je ne pense pas que vous vous entendiez parfaitement sur la définition même de la classe moyenne, mais on pourrait y venir tantôt. Et vous, Gabriel Nadeau-Dubois, pourquoi maintenant écrire ce livre-là qui est un bilan, et vous dites une interprétation des événements du printemps 2012? On sent que vous vouliez remettre certains pendules à l'heure, révéler des choses qui se sont passées derrière des portes closes, mais encore. Oui, je pense que la raison principale pour laquelle j'ai décidé d'écrire Tenir tête, c'était vraiment pour, vous avez dit, remettre les pendules à l'heure. Je pense que c'est exactement ça, au sens où j'ai été beaucoup troublé pendant la grève par ce qui a été dit du mouvement dans la plupart des médias. Et absolument pas par rapport à, disons, c'est pas en lien avec ce qui a été dit strictement par rapport à moi, mais par rapport à ce qu'on a dit du mouvement. Et j'avais vraiment une peur que l'histoire retienne ça. Et que, parce que c'est ça qui est en train de se coaguler en ce moment, l'histoire de ces moments-là. Et quand j'ai vu notamment l'hiver dernier le Parti québécois, dans le cadre de son sommet, disons, parler de ces moments-là comme de moments tristes, comme de moments difficiles, on disait, il faut absolument pas revivre ça, il faut tourner la page. Je me suis dit, oups, il y a beaucoup de gens qui veulent enterrer ce printemps-là, il y a beaucoup de gens qui veulent raconter cette histoire-là à notre place. Et je me suis dit, je me suis dit que j'avais une responsabilité de me servir de la tribune que cette grève-là m'a donnée pour raconter ce printemps-là, pas d'une manière universelle, parce que c'est mon point de vue singulier, et ça, je le précise dès l'introduction, c'est très important pour moi de le faire, mais quand même présenter le point de vue de quelqu'un qui était à l'intérieur des structures du mouvement étudiant durant la grève, dans les rencontres de négociation, dans les médias. Et donc, je me suis dit, il faut dire la vérité, tout simplement. Sur les assemblées générales, par exemple, il y a un chapitre de consacré à cette histoire-là. Sur tout le débat autour de mon statut de porte-parole, j'ai voulu revenir là-dessus. Sur la fameuse question de la violence également, il y a un chapitre consacré à cette question-là. Sur la question de la classe moyenne, la manière dont elle a été utilisée dans la grève comme argument contre la gratuité scolaire, contre les alternatives qui étaient présentées par les étudiants et pour la hausse des frais de scolarité. De la manière aussi dont on va parler des universités. Je voulais remettre les pendules à l'heure là-dessus. Et puis, plus généralement, je pense qu'un autre des faits conducteurs de Tenir tête, c'est vraiment une charge en règle contre l'élite, contre les gens qui nous dirigent en ce moment et qui se sont vraiment mobilisés massivement il y a 1 an et demi contre les étudiants et qui sont vraiment allés d'une charge que j'appelle de brutalité médiatique, de brutalité symbolique extrêmement forte, dont je pense on ne prend pas la mesure en ce moment. Et je voulais éviter que cette charge-là se fige dans l'histoire et que ça soit ça
qu'on retienne. Il y a Walter Benjamin qui dit l'histoire est une bataille et la culture est le butin. Et moi, je voulais absolument que ce soit nous qui remportent ce butin-là. J'avais très peur que toutes les insanités qu'on a dites sur le mouvement se figent historiquement et que ce soit ça le bilan qu'on tire, parce que ce serait très, très... disons, ça handicaperait sérieusement, je pense, les capacités qu'on revoit des moments comme ça se produire. J'ai été assez interpellée par votre titre, Tenir tête. Tenir tête vis-à-vis qui vous avez fait l'énumération par rapport à cette élite-là. Mais quand on s'attarde au chapitre 9, je crois que s'intitule Tenir tête, c'est le récit tout à fait opposé, où vous vous décrivez presque abattu quand vous êtes à l'Assemblée nationale, au balcon. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans l'appellation même de l'essai? Tenir tête, il y a trois sens à ce tenir tête-là que quelqu'un chez Lux m'avait proposé comme titre. Tenir tête, premièrement, c'est à la fois premièrement, tenir tête, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens qui étaient dans le mouvement l'aimaient autant. C'est la raison pour laquelle les gens, je pense, beaucoup se sont tant identifiés à ce mouvement-là. Parce que moi, ce qu'on m'a beaucoup dit, ce qu'on m'a beaucoup communiqué quand on m'abordait dans les manifestations, dans la rue, sur les médias sociaux, c'était toujours, mon Dieu, on pensait que ça allait tomber, on était sûr que c'était terminé, et là, non, on est encore plus. Et à chaque fois, c'était de surprise en surprise. À chaque soir, mon Dieu, on pensait qu'il n'y aurait personne. Les casseroles, on pensait que ça ne fonctionnait pas. Et c'est à chaque moment, le fait que les gens tiennent tête autant devenait une des principales fiertés de beaucoup de gens qui étaient dans la rue, puis une grande fierté que moi j'avais aussi. J'étais un enchantement circulaire. Constamment surpris par la résilience de ce mouvement-là. Et donc ce tenir tête-là, c'est une des raisons pour laquelle les gens ont tant, je pense, trouvé ce mouvement-là inspirant. Le fait c'était une des rares fois au Québec où on a dit, ben non, on ne va pas faire de compromis. Et ça faisait violence à l'éthos politique québécois, à notre culture politique de corporatisme, on va mettre un plat de pâté chinois au milieu, on va s'asseoir autour, c'est sûr qu'on va trouver un règlement, et que nous on débarque et on dise, non, on ne trouvera peut-être pas de règlement, et c'est correct. Ça a fait beaucoup violence aux gens, mais inversement, c'est ce qui a beaucoup motivé les gens. Le deuxième sens de tenir tête, c'est la raison pour laquelle les gens ont haï le mouvement. Moi, à un certain moment, j'ai senti que la principale critique qu'on nous adressait, en tout cas moi qu'on m'adressait quand on m'interpellait, c'était, écoutez, là, les frais de scolarité, là, on s'en balance, pouvez-vous rentrer chez vous, s'il vous plaît? Et donc, c'était à la fois la raison pour laquelle les gens aimaient le mouvement, et la raison pour laquelle les gens étaient allergiques. C'est-à-dire, foutez-nous la paix, vous nous dérangez. On a le droit à la quiétude, on a le droit au silence, on a le droit au confort, vous nous dérangez. Et moi, ça c'est le deuxième sens. Et le troisième sens, j'ai oublié, je pense. Il me semble qu'il y en avait trois. Dans votre explication, je pense que votre tenir tête, c'est surtout, en fait, ce qui m'a le plus surprise Le troisième sens, c'est le sens du chapitre, c'est la question de la désobéissance civile, en fait, qui a été, je pense, un grand thème remis de l'avant au Québec. Et c'est un thème qui a beaucoup ébranlé la plupart des mouvements sociaux, notamment le mouvement syndical. Pour moi, c'est une des grandes leçons de cette grève-là, puis je voulais y faire écho dans le livre. Ce qui était le plus périlleux, je pense, dans ce tenir tête-là, c'était par rapport aux médias, je pense, puis vous l'expliquez bien, comment les médias avaient de la difficulté à comprendre ce qui n'était pas binaire. Et comment vous, justement, vous vouliez être fidèle aux institutions qui étaient déjà en place en respectant la volonté des associations étudiantes. Est-ce que et vous n'arrivez pas à une conclusion dans votre livre, est-ce que vous avez réussi à tenir tête ou à donner une nouvelle façon de réfléchir ou au moins entrouvrir une porte vis-à-vis des médias, c'est-à-dire que tout n'est pas blanc et non blanc? C'est sûr qu'on s'est beaucoup heurté à la structuration idéologique des médias actuels. Je raconte quelques anecdotes dans le livre, mais c'était assez marquant, moi, comme porte-parole, de vivre ça au quotidien, où vraiment la classe était une bébite absolument hétérodoxe,
par rapport à notre culture politique, à notre manière de concevoir la politique. Samuel, tantôt, utilisait une belle formule, il disait « C'est normal que quand tu es dirigé par Jean Charest depuis 10 ans, tu as de la misère à comprendre c'est quoi la différence entre un chef et un porte-parole. » Et c'est vrai. Et cette incompréhension-là, donc, elle ne tombe pas du ciel. Cet immense malentendu ne tombe pas du ciel. C'est la confrontation entre deux cultures politiques très, 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 très différentes, deux visions de la démocratie. Et je pense que ça a montré à quel point notre conception de la participation citoyenne est atrophiée, à quel point notre conception de la participation politique, de la démocratie est atrophiée, parce que vraiment qu'il y ait une fin de non-recevoir aussi claire et mise, pas seulement par les détracteurs du mouvement, mais même par des partisans du mouvement. Ça m'a beaucoup marqué, parce que, évidemment, on ne s'attendait pas à ce que nos adversaires disent « Hey, c'est intéressant comment vous fonctionnez », mais que des gens qui portent le carré rouge, qui sont très sympathiques au mouvement, viennent me dire « Hey, on est vraiment avec vous, mais là, Gabriel, il serait temps que cette histoire de violence-là, on en finisse, puis je sais bien ton congrès, là, mais entre toi et moi, tu sais, on sait que c'est comme... Non, mais c'est vrai, tu sais, qu'on fonctionne comme ça. Et même de la part des gens qui supportaient le mouvement, il y avait une difficulté de même admettre que ça pouvait être vrai. Pour la plupart des gens, c'était à moitié une excuse, à moitié une forme de langue de bois pour ne pas répondre à la question. Ça m'a beaucoup marqué, puis ça témoigne vraiment qu'il y a l'anecdote une rupture. Avec Simon du Rivage était... Ouais, bien ça, c'est comme l'exemple le plus fluorescent. Pour revenir sur cette idée-là de la classe moyenne, vous dites justement dans Tenir tête que c'est avec elle et grâce à elle qu'on pourra éventuellement brosser un nouvel état social. Vous êtes assez optimiste, alors que dans le sel de la terre, il y a des constats plutôt pessimistes et toutes les confessions liées aux souvenirs d'enfance sont assez sombres. Réconciliez-vous donc, là. Je ne sais pas si on est vraiment en désaccord en même temps au niveau du... Parce que, là, je sais pas, moi j'ai un pessimisme de l'intelligence et un optimisme de la volonté, voilà. C'est-à-dire, oui, j'essaie d'ouvrir quand même des trucs à la fin, mais c'est sûr que le constat, c'est qu'il y a un piège en ce moment, puis il y a un piège qui est presque parfait. Et je pense qu'on va partager un optimisme sur quelque chose, sur ce qui va peut-être permettre de dépasser ce piège-là, mais là, le capitalisme a carburé très très longtemps à l'insatisfaction, et il carbure à une nouvelle affaire qui est encore plus redoutable, qui est l'insécurité. Et donc, là, il y a un truc, c'est que non seulement on ne peut pas tout acheter les bébelles, mais il faut se dépêcher d'acheter celles qu'on peut, parce que là, on va perdre sa job à l'usine, puis là, Alcan va s'en aller. Moi, par rapport au Saguenay, mais c'est vrai, c'est très déchirant en ce moment. C'est-à-dire, il y a quelque chose par rapport aux usines là-bas, où les gens sont à plat ventre. C'est-à-dire, le gouvernement investit dans des usines en disant, en échange d'investissements dans la région, les usines, les multinationales ne s'y tiennent pas et reviennent 2 ans plus tard. Ça nous prend d'autres réductions, d'autres investissements. Sinon, on s'en va. Donc, il y a cette espèce de chantage odieux-là, devant lesquels les gens sont, il faut qu'on accepte, parce que qu'est-ce qu'on va faire d'autre, de toute façon? Et ça, pour moi, il y a un piège parfait là-dedans, où tu vois les gens, le corporatisme syndical qui existe aussi, fait que là, les gars d'Allemand partent en grève, les gars de Chicoutimi, les Lacroix, même affaire à l'inverse, qui sont à 50 km de distance. Finalement, qu'est-ce que vous allez faire? T'sais? Et là, on est pris dans cette espèce de truc-là, qui pour moi est redoutable. C'est pour ça que je voulais un peu défaire de façon, ça c'est mon jupon marxiste qui dépasse beaucoup, mais je dis c'est un rapport à la consommation. Si on ne part pas de là, si on ne défait pas ce rapport aux moyens de production, à l'argent, on pourra pas repartir rien d'une certaine façon. Et là où on se rejoint, je pense, c'est qu'il y a un texte que j'ai failli t'envoyer, en fait, qui n'est pas dans le sel de la terre, mais que j'avais écrit pour l'Artichaut, la revue des arts de l'UQAM, où je racontais une histoire qui m'est arrivée. Moi, mon espoir par rapport au conflit étudiant, c'est vraiment... J'étais avec Farah, qui n'est pas là, finalement, Alain Farah, dans une manifestation où on est passé... On était dans une manif, je ne sais pas c'est laquelle. On était dans une grande manif, on est passé devant une espèce de grand panneau publicitaire. Puis j'ai regardé Farah, puis j'ai dit là, le problème, l'emmerdement qu'ils ont en ce moment, ils étant les boss, en tout cas ceux qu'on n'aime pas,
le grand emmerdement qu'ils ont, c'est que ça, c'est plus le fun que ça. Et là, on était dans une affaire comme le banquier avec acheter un divan, 6 mois sans intérêt. Je veux dire, c'est que finalement, on se retrouve de plus en plus avec les mouvements étudiants, avec Occupy, avec une espèce d'engagement où c'est pas juste que notre vie sert à quelque chose, c'est qu'il y a un plaisir d'émotion qui est plus vrai aussi, qui est plus grand que ce qu'on rencontre avec ce fameux mode de vie de boulot, Costco, dodo, qui est juste pas si fun que ça, finalement. C'est vrai qu'on arrive à un moment... Baudrillard avait une belle formule dans je pense, les stratégies fatales, où il disait, dans le capitalisme post-industriel, le problème, c'est que le secret de la séduction, c'est que le désir n'existe pas. Ce qui nous fait consommer, c'est pas qu'on désire les affaires, c'est qu'on a peur de ne pas avoir de l'argent pour les acheter dans 6 mois, dans 6 ans, mais il y a tout un machin qui tourne à vide. Le capitalisme, c'est pas ce qu'il vend, on ne sait pas pourquoi vraiment on achète ce qu'il nous vend sans savoir ce que c'est. Et donc, je pense qu'on arrive à ce truc-là où les fruits, un peu comme le dit Gabriel, c'est-à-dire, c'est sûr qu'en ce moment, comment tu veux pas être pessimiste? Je veux dire, les lendemains du printemps sont horribles, puis de plus horribles de jour en jour. Bonjour Denis Coderre, bonjour Pauline Marois. Donc, ça devient de plus en plus horrible de jour en jour, mais je pense que les vrais fruits qu'on va récolter de ça sont seulement en germe, et ils partent de ça. Est-ce que l'espoir social, l'espoir d'une nouvelle société qui tend vers un certain idéal, est nécessairement lié à l'idée de sacrifice? À la fin du sel de la terre, vous dites ce sont eux maintenant le nouveau sel de la terre, en parlant de ses amis qui décident d'adopter un nouveau mode de vie, de ne pas nécessairement ces pages. Oui, c'est ça, il y avait une formule 80-81. C'est drôle parce que là, je les ai pas nommés, mais il y avait une formule. Ils ne portent pas encore de nom et pourtant ils existent. La phrase originale, je pense, c'était « Il n'y en a pas deux sur 100, mais pourtant ils existent », qui est une citation de Léo Ferré dans une chanson qui s'appelle « Les anarchistes ». Donc il y avait peut-être un petit jupon que je laissais dépasser subtilement, mais je voulais dire, c'est pas juste les anards, mais tout ce qui dépasse ça, c'est-à-dire les gens qui sont en train d'inventer à droite, à gauche, des modes de vie qui ne dépendent pas de cette consommation effrénée-là et qui n'a pas le pouvoir d'achat comme seule mesure de sa qualité de vie. En fait. Donc le sel de la... Ah, pardon. Oui, Ben, pour engager la discussion, moi, j'avoue que quand j'ai lu ça, j'ai tiqué un peu parce que ce qu'on voit... Moi, j'aime beaucoup regarder ce qui se passe aux États-Unis, parce que ça me donne vraiment une idée de c'est quoi l'aboutissement des politiques qu'on nous propose actuellement, et c'est très laid. Et ce qu'on voit, c'est vraiment comme une reprolétarisation de la classe moyenne. Donc, et c'est là la tension, parce qu'on parle beaucoup de la... Puis en fait, c'est que tu le dis toi-même dans le sel de la terre, tu sais, tout le rythme effréné de consommation, au fond, c'est une consommation de zombies, parce que la classe moyenne, elle marche encore, mais elle est morte, parce que cliniquement, c'est le crédit qui l'a fait survivre. Au Canada, aux États-Unis, c'est les 2 endroits dans le monde où les ménages sont le plus endettés. Donc là, puis aux États, ce qu'on voit, c'est... je suis tombé sur une citation absolument incroyable. Dans 15 ans, 50% des enfants aux États-Unis vont avoir besoin de food stamps, qui est la forme d'aide alimentaire la plus élémentaire. Et chez les Afro-Américains, ça va être 90%. Donc ça, on a vraiment là une reprolétarisation massive dans le contexte, dans le fond, post-crise 2008, où là, les gens se réappauvrissent. La classe moyenne, là, matériellement, structurellement, est en train de s'effondrer. Et là, je me dis... Samuel Archibald doit être content. Il rêve d'une vraie colère ouvrière. Mais le problème, mais voilà. Tout le problème est que... il y a peut-être une chose sur laquelle les marxistes orthodoxes avaient tort, c'est que manifestement, la paupérisation, pour le moment, on ne voit absolument pas aux États-Unis en quoi ça se répercute en termes de mobilisation de lutte. Au contraire, ce qu'on voit, c'est une montée historique de l'extrême droite par le Tea Party, qui est en train de canaliser cette colère-là. Et c'est ce qui se passe au Québec avec le phénomène dans lequel que tu abordes toi quand tu écris à la personne, à ton ami d'enfance qui est écœuré de payer. C'est la même chose qui se passe et ça nous fait penser à la fin des années 30. À la fin de Weimar, où là, tu as des gens qui tombent dans la pauvreté, des institutions qui s'effritent. On le voit, on a vu en Grèce, au Portugal, en France, je veux dire. Donc, cette classe moyenne-là, choisir de moins consommer, de moins en moins les gens vont moins consommer, mais ça ne se fera pas par choix.
Oui. Pas par vertu Oui. égalitaire ou par vertu de simplicité ou par vertu écologique. Donc, mais au fond, je pense qu'on est d'accord parce que tu le dis, mais la question c'est est-ce que là est vraiment, est-ce que c'est dans ces gens-là l'espoir d'un nouveau mode de vie ou est-ce que c'est pas non, pas dans les gens qui vont s'appauvrir malgré eux, évidemment, ni dans les gens qui vont s'appauvrir nécessairement volontairement, mais pour moi, c'est comme la pierre d'assise à un moment, c'est de se rendre compte que justement, c'est en train d'arriver. Et c'est ce qui arrive souvent, c'est-à-dire quand tu parles de ce discours de droite-là, quand tu parles de cette défiance-là, quand je parlais des gens de l'Alcan, c'est de dire on essaie de préserver quelque chose qui est déjà plus là. C'est-à-dire quand je parle de la classe moyenne comme catégorie de projection, comme catégorie d'imaginaire, c'est déjà de dire mes enfants vont avoir une vie meilleure que la mienne, je suis en train de m'enrichir, pas de m'appauvrir, tout ça. Et comme ensemble de certitude, la classe moyenne, elle existe déjà. Puis on est dans un rapport aux États-Unis comme ici, et dont l'extrême droite, comme la droite fait la promotion, dans un rapport très apocalyptique, de dire c'est menacé, ça s'en va, il ne faut absolument pas qu'on milite trop, parce que là, ils vont s'en aller. Si vous faites la grève, toute la gang en même temps, ben, ils vont juste partir. Et ça, c'est le piège aussi de la désolidarisation de l'État et des multinationales, justement, donc qui sont apatrides fondamentalement. Donc là, c'est une espèce de truc comme Alcoa, Rio Tinto, ben c'est ça, c'est une espèce de grand chantage à l'État, que peut-être on a vu plus lentement au Québec, parce qu'on a ces grandes figures de milliardaires locaux. Pierre Carl maintenant, M. Desmarais de sinistre mémoire, mais qui nous permettait d'entretenir le mythe. Moi, je me rappelle d'avoir parlé, quand j'étais plus jeune, quand je travaillais dans des shops, de parler avec des gars de shop, des fois, qui étaient sur l'espèce de mythe conspirationniste, mais qui était un peu pensée magique, que M. Desmarais va tout gérer ça. Tu sais, l'indépendance, ça ne se fera pas parce que Desmarais ne veut pas. Mais en même temps, c'est vraiment l'idée des hommes en noir, quasiment. C'est-à-dire, Desmarais est à sa gare, puis il y a des boutons, oui, non, tout ça. Et pour eux, ils en déguisaient ça en lucidité, mais c'est une pensée magique totale. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est en charge, et il nous vaut finalement assez du bien. Il ne faut pas trop le faire chier parce qu'il prend soin de nous autres. Et moi, je trouvais ça totalement atroce. Mais là, le problème, c'est que M. Desmarais, c'est pas M. Desmarais, c'est un board à Singapour qui s'en contre-crise de toi et de ce qui va arriver à Alma et de ce qui va arriver à Boisbriand, de ce qui va arriver n'importe où. Et ça, comment on sort de ça? Ben, c'est pas mal plus difficile qu'en criant ciseaux, à bien des égards. Il y a une désolidarisation entre cette classe de dirigeants-là et la classe moyenne. Bon, on voit assez bien, on l'explique assez bien, mais comment expliquer une désolidarisation au sein même de cette classe moyenne? Votre lettre à Chair X, comment ça se fait que deux jeunes garçons qui ont grandi dans le même milieu, qui ont eu la même éducation, ont adopté des tangentes si différentes? Et ça, vous ne l'abordez pas dans vos deux essais. Et je pense que c'est ça le mal de la guerre. C'est la solidarité au sein même de cette classe. J'en parle dans le début de mon chapitre qui s'appelle La révolte des riches, en disant justement que, en fait, la désolidarisation de la classe moyenne, disons des salariés, pour éviter le mot maudit, elle est le reflet inversé de la solidarité d'une élite qui, elle, a une conscience de classe très forte. Et ça, je pense qu'il faut on doute beaucoup de la conscience de classe, de la classe moyenne, mais il n'y a personne qui doute de la conscience de classe de l'élite. Eux-mêmes les premiers. Ils sont très conscients de leurs intérêts, ils sont très conscients de l'agenda politique qui correspond à ces intérêts-là, et ils sont en lutte. Ils sont en lutte. C'est Warren Buffett, qui est un grand milliardaire américain, je pense troisième personne la plus riche au monde, qui disait de manière tout à fait candide, il y a une guerre des classes, ma classe la mène et ma classe la gagne. Ces gens-là, ils ont compris que leurs intérêts allaient avancer dans la société en mettant de l'avant un agenda politique, et ils ont compris qu'ils devaient prendre des moyens de communication appropriés pour faire avancer cet agenda-là. Et ce qu'on voit avec la trash radio, la radio poubelle, les grands empires médiatiques, ce sont des moyens de communication mis en branle par une élite, par une classe, qui elle est très consciente de ses intérêts. Et c'est la raison, et ça se prépare pas depuis avant-hier, ça fait longtemps. Prenons un exemple précis pour ne pas être dans le flou. Prenons la hausse des frais de scolarité. Il y a un collègue...
Un collègue, Simon Tremblay-Pépin, les risques, a calculé qu'à partir de 2005, donc la fin de la précédente grève étudiante qui portait sur les prêts et bourses, jusqu'au printemps 2010, le moment de l'annonce de la hausse des frais de scolarité, il y a eu au Québec 143 éditoriaux décrits sur la question des frais de scolarité. Sur ces 143-là, il y en avait 4 qui étaient contre la hausse. C'est moins d'un article par année. Et ça, c'est sans compter le manifeste pour un Québec lucide à la fin de 2005, c'est sans compter le pacte pour un financement concurrentiel des universités de Lucien Bouchard, c'est sans compter l'Institut économique de Montréal, c'est sans compter les chroniques sur d'autres sujets connexes, c'est sans compter la radio. Bon. Alors, et là, quand en mars 2010, Raymond Bachand arrive et dit « Nous allons faire une révolution culturelle », il sait qu'il peut compter sur ce martèlement idéologique. Et c'est comme ça que les réformes se préparent. C'est comme ça que la taxe santé s'est préparée, c'est comme ça que la hausse des frais de scolarité se prépare, c'est comme ça que toutes les réformes néolibérales se préparent. Faire un travail préalable de martèlement de l'espace public. Parce que ces gens-là ont compris qu'ils pouvaient canaliser la frustration légitime, ça d'ailleurs les deux ont dit, de la classe moyenne. Il ne faut pas oublier que les premières personnes à manifester contre la taxe santé, ça n'a pas été la gauche, ça a été la droite, ça s'appelle les cols rouges. Il y était 30 000 à Québec. 30 000. Donc, la droite a très bien compris ce qui se passait elle aussi. L'élite a très bien compris l'état d'exploitation, puis de détresse, d'endettement de la classe moyenne. Ils sont en train de la canaliser. Et on a un travail à faire à gauche de trouver comment on va répondre à ça, quelle référence symbolique on va utiliser, quelle structure on va utiliser. Parce que sur le plan médiatique, on est en train de se faire ramasser et on n'a manifestement encore pas développé les structures qui vont nous permettre de mobiliser ces gens-là. Parce que si la tendance se maintient, on se dirige vers ce qui arrive aux États-Unis. Je pense que ce qui est le plus redoutable symboliquement là-dedans, c'est que le discours proto-libertarien, machin chose, et de droite qui se produit aujourd'hui, c'est un discours qui est un peu comme je le disais par rapport à Desmarais, c'est un discours, c'est de la pensée magique qui prend les oripeaux de la lucidité. Et ça, rhétoriquement, c'est vraiment redoutable, en fait, parce qu'on est toujours en train d'arriver avec son gros bon sens, justement, et à dire, bon, les gens qui parlent du réchauffement de la planète, c'est des peace and love, c'est des pelleteux de nuages, et bon, etc. Et c'est toujours ce même truc-là, mais il s'appelle les lucides, c'est pas pour rien. Donc, si tu arrives, et ça, t'en parles très bien aussi, c'est-à-dire, si tu arrives un peu à gauche de cette doxa-là, bon, tu refuses le principe de réalité. Et là, ça remonte à Thatcher et à Tina, dans le fond, c'est-à-dire il n'y a pas d'alternative. Si tu en proposes une, si tu fais l'hypothèse pour en avoir une, tu es déjà en train d'être un pelleteux de nuages, justement. Et donc ça, se défaire de ça, en même temps, et je pense que cette espèce de sympathie-là, quand même, quand je parle des gens de Radio X, des auditeurs, d'une certaine façon, c'est-à-dire les gens, des fois, qui vont vers ça, c'est par soif de lucidité. Et ils prennent ce qui ressemble le plus, alors que c'est un miroir aux alouettes, mais ils vont quand même vers ça, parce que ça ressemble à du gros bon sens, à quelqu'un qui n'est pas en train de les bullshiter. Ce qui n'est souvent pas le cas, malheureusement. Et ça, et moi, c'est pour ça que c'est à la page, j'ai noté, tu parles de Françoise David au débat des chefs, qui fait une allusion, page 29, au débat des chefs, et qui dit ils font partie du 99%. Je me suis tourné vers du ciné, j'ai dit ça ne marchera pas. Tu peux plaindre la classe moyenne, mais tu peux pas dire à ce monde-là qu'ils sont pauvres. La question, c'est alors comment s'adresser à la classe moyenne? Parce que moi, spontanément, j'aurais envie de dire justement, retournons le miroir et parlons de ceux qui, eux, sont pas endettés, qui, eux, n'ont pas de problème, et Occupy avait plein de problèmes d'un point de vue stratégique, mais en termes de discours, a quand même percé parce que je trouve que ça frappait l'imaginaire, puis c'est des constats qui se... Les constats d'Occupy sont encore d'actualité. Je suis tombé sur une autre statistique. Depuis la crise de 2008, 95% de la richesse créée est allée à 1%. 95%. Ça marche encore et moi j'aurais eu tendance à dire, justement, prenons la détresse de la classe moyenne au sérieux et disons-leur, vous êtes endettés, vous êtes en train de vous faire avoir, vous payez de l'impôt. C'est vrai que la classe moyenne paie beaucoup d'impôts parce qu'ils ne profitent pas des fameuses mesures compensatoires qu'on donne aux gens juste assez pauvres, en fait trop pauvres, donc ils ne paient pas d'impôts, fait qu'on leur donne des mesures compensatoires. Moi, j'aurais envie de dire, au contraire, disons-le à ces gens-là, oui, il y a des gens qui sont en train de vous taper sur la gueule, mais c'est pas les artistes du plateau. Non, mais c'est le PDG de Couche-Tard,
c'est le PDG d'Alcoa, puis je sais pas, il y a peut-être un vieux fonds anti-élitistes au Québec qu'on pourrait aller fouetter un peu. Oui, parce que ce qu'on essaie de faire, je pense, en s'adressant déjà sur ce mode-là, je pense que c'est clair que c'est ça qu'il faut faire. Moi, je disais, quand je parlais de la citation de Françoise David, c'est dire, ça va faire juste une partie de la job, et pour moi, la pente savonneuse. Et là, j'ai pas de solution, parce que bien sûr, c'est plus des questions que je me pose, mais dire, là où il y a une pente savonneuse là-dedans, c'est qu'à plaindre, la classe moyenne, elle a déjà tendance à plaindre son propre sort au-delà de celui des autres. Et le discours de droite consiste à, tu sais, quand je parlais de François Legault avec ma pauvre madame au Costco, je veux dire, là, c'est comment faire appel à ce côté-là, anti-élitiste, tout ça, mais sans tomber dans le « vous faites pitié au premier chef » qui peut toujours se résorber en « je fais pitié, donc j'ai pas à m'occuper des autres, donc j'ai pas... » Et c'est toujours la question de la solidarité, c'est-à-dire là, c'est comment faire le bouche-à-bouche à la solidarité un peu qui a tendance à vraiment être moribonde sur ce mode-là. Là-dessus, il y a quelque chose de super intéressant que tu mentionnes dans ton livre, c'est quand tu dis la classe moyenne est convaincue, parce que c'est ce qu'on lui a raconté, qu'elle s'est faite elle-même, alors que dans les faits, on en parlait tantôt, la classe moyenne, elle s'est faite avec du monde qui mourait sur des lignes de piquetage, puis des affrontements violents. Ça a été une classe dont les capitalistes n'ont jamais voulu, qui a été arrachée par des luttes, des législations, vraiment gagnées dans le sang. Mais ça, c'est comme si la classe moyenne s'était déconnectée de ses propres origines et était incapable de se concevoir elle-même comme reposant sur ce que j'appelle les conditions institutionnelles d'existence, se voit seulement comme cette fête. Et si on n'est pas capable de briser cette conception-là d'une classe qui croit qu'elle ne doit son salut qu'à elle-même et non pas aux institutions, mais là, c'est sûr que c'est la droite qui va gagner, parce que eux, c'est ça qui leur dit, justement. Débarrassez-vous des institutions, puis là, vous allez pouvoir vous envoler vers la classe supérieure. Vos deux écrits sont très proches du réel, puis là, je tire un peu la couverte des littéraires. À qui vous vous adressez en écrivant ces livres-là? Quelle est votre conception de l'engagement? Parce que ce sont deux ouvrages engagés, chacun à leur façon. Mais qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Mais là, dans ce cas-là, je parle à beaucoup de monde. En effet, je suis content parce que ça s'est rendu souvent. Il y a un moment je dis, bon, je parle bien à mon chum qui a de l'autocollant écœuré de payer, mais mon chum, va-tu le lire ou ça va être moi puis mes chums? Mais finalement, non. Est-ce que ça sert à la solidarité au sein même de la classe moyenne, ou vous vous adressez à ces jeunes nouveaux étudiants ici, et professeurs d'université et autres? Ben, en classe, j'essaie de quand même pas dégénérer en professeur chroniqueur. Mais des fois, bon, le jupon dépasse, on s'entend, mais j'essaie de ne pas faire du mauvais Martineau en classe. Mais je pense que moi, déjà, c'est-à-dire ça a été très, très difficile pour moi d'abord de trouver le bon ton pour faire ça. Je suis content, mais je pense que c'est assez réussi, c'est-à-dire ça déborde du cadre. C'est pas juste moi et mes chums à Rosemont, dans le Malem, sur le plateau, qui ont vu ça. D'ailleurs, ça s'adresse pas tellement à eux quand on regarde. Ça parle beaucoup à des bonhommes et à des bonnes femmes. Puis ça marche. Moi, les vieux me lisent beaucoup. Je suis un écrivain pour les vieux. Donc, ça sort du cadre. Puis moi, je pense que quelque chose, on se rejoint beaucoup, que j'ai aimé quand tu parlais de ça. C'est-à-dire, il y a le rapport aussi à qu'est-ce qu'on va faire pour diffuser ces textes-là, puis à diffuser cette pensée-là. Puis moi, je suis dans une espèce d'expérience. Et quand je dis ces idées-là, c'est autant les idées sur la classe moyenne, dans mon cas, que l'idée de la littérature même, comme écrivain. Moi, je suis sur une espèce d'expérience radicale qui consiste à dire je vais aller partout, mais pas pour parler de n'importe quoi. C'est-à-dire, si vous m'appelez pour faire le clown, pas nécessairement, mais moi, écoute, je suis allé à Radio X, Saguenay, parler, tu sais, j'ai écrit, c'est pas un compliment, c'est pas une lettre d'amour, mais je connaissais déjà ces gars-là, puis j'ai dit, écoute, regardez les livres, lisez-le, si on se parle plus jamais, on se parle plus jamais, si vous voulez me parler encore, je vais venir. Ça, c'est le principe. Et ils l'ont pris, ils sont un peu moins colons qu'à Québec, quand même. C'est vrai, je suis enregistré, hein. Ils sont même pas mal moins colons. Et donc, c'est drôle parce que c'est un rapport que j'ai fait avec eux autres. D'abord, en parlant de littérature, en parlant de culture, on m'avait invité la première fois à parler du centenaire de Dracula. Et je me rappelle, le gars m'avait dit, viens parler de Dracula. J'ai dit, à Radio X? Il a dit, oui.
Et j'ai parlé pendant 45 minutes. Tu sais, à Radio-Canada, ils ferment la gueule après 5 minutes. Et là, tout à coup, ils sont là. Puis ça fait 50 minutes que je parle à la radio de Dracula et de la société victorienne. Je fais comme, vous voulez pas que j'arrête? Vas-y. Donc, j'ai tissé ce genre de lien-là. Puis là, ça me permet d'arriver avec ça puis de dire, tu sais, vous le savez que votre bédelle est carré de payer. On peut en jaser. Et déjà, pour moi, ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des lignes qui doivent se rouvrir parce que le temps va nous manquer, à un moment donné, pour rester dans nos collèges et vraiment dans nos petits cercles. Et puis pour moi, de rétablir des lignes sur ce mode-là comme générationnel, c'est hyper important. Et la chance qu'on a par rapport aux États-Unis, d'une certaine façon, c'est que je regardais un beau documentaire qui s'appelle Burn sur la ville de Détroit, les pompiers de la ville de Détroit. Un pompier, à un moment, qui se met à pleurer presque en se disant « Je comprends pas quand est-ce que les pompiers, les maîtresses d'école, tous les gens qui sont syndiqués sont devenus les boucs émissaires de tous les problèmes économiques aux États-Unis, alors que le gars a pris des baisses de salaire sans arrêt depuis 15 ans, il est à Détroit, puis il va éteindre des feux, quasiment il a besoin d'avoir une deuxième job pour boucler ses fins de mois, puis il va éteindre des vacant houses qui sont en train de brûler, tout ça. J'ai trouvé ça très, très émouvant. Et je pense qu'aux États-Unis, je ne sais pas s'il est trop tard, mais tu sais, ce discours-là, le Tea Party, tout ça a fait son chemin. Ici, il faut quand même s'en rendre compte. On a l'impression que c'est majoritaire parce qu'ils ont beaucoup les médias, mais c'est encore assez minoritaire, cette espèce de radicalisme libertarien-là. On le prend au bon moment, je pense, pour essayer de le contrecarrer. Là-dessus, je suis assez optimiste. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Samuel a dit. Tantôt, il citait Gramsci. Je pense que la question en ce moment de l'hégémonie du message, elle est importante parce que c'est les moyens de communication en ce moment qui sont en train d'être l'avantage qu'ont les élites pour gagner leur guerre contre les conditions essentielles d'existence de la classe moyenne. Et il faut faire la même chose. Et c'est pour ça que j'ai écrit Tenir tête, qui n'est pas un livre qui s'adresse aux étudiants qui étaient en grève, encore moins aux militants. D'ailleurs, la plupart des militants et des militantes avec qui j'ai travaillé dans le mouvement étudiant me disent « Ah, c'est correct, mais on n'apprend pas grand-chose. » Il y a des citations le fun, tu sais, mais par contre, c'est plus des gens qui étaient un peu en périphérie du mouvement, qui manifestaient un peu moins, ou seulement 2 fois durant la grève, ou les gens même qui étaient contre la grève, qui, je crois, l'apprécient plus, et c'est pour ces gens-là que je l'ai écrit. Parce que je voulais justement contribuer à déconstruire des préjugés, des mensonges, littéralement, qui ont été dits sur le mouvement. Pour moi, ça, c'était très, très, très important d'avoir un texte qui soit accessible et qui soit vraiment un texte du grand public. J'ai écrit ce texte-là en pensant, en fait, à ma cousine Myriam, qui est étudiante en technique policière au cégep de Trois-Rivières, qui était la seule qui portait le carré rouge dans son programme et qui, avant cette grève-là, n'avait pas lu un seul article de journal, qui se balançait absolument de la politique, qui me disait toujours « Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Je comprends pas. » Et qui, depuis donc 1 an, s'est complètement ouverte, s'est mis à lire, s'est mis à s'intéresser, elle a voté pour la première fois. C'était comme une révélation. Sa vie a changé à cause de la grève. Et moi, d'ailleurs, le dernier témoignage. Et le dernier témoignage, je reviens un peu là-dessus dans le livre, c'est vraiment à des gens comme cette cousine-là, moi, que je pensais en écrivant, des gens qui veulent continuer à réfléchir à ce qui s'est passé au printemps, puis continuer. Et je pense que c'est à ces gens-là qu'il faut parler. Parce qu'il y a des gens qu'on ne convaincra pas à une extrémité comme à une autre, mais il y a beaucoup de gens au milieu auxquels on doit s'adresser. Oui, puis en même temps, je pense que c'est un livre où tu fais ce pari-là aussi d'être très humain, de t'humaniser. Ouais. Ça va permettre de, tu sais, je veux dire, tu peux le donner. Moi, je suis un gars de région, ça fait que je le sais, ce dont il a été victime symboliquement. C'est-à-dire, il y a un moment, moi, je parlais à des gens au Saguenay, puis c'était Ben Laden et Nadeau-Dubois, c'était à peu près la même affaire. C'est vrai, tu sais, sur le mode, on aime bien, comment ils disent, Blouin Brathwaite, puis... non, c'est pas Blouin, c'est comment il s'appelle? Ça va, mais pas Nadeau-Dubois, parce que lui, il encourage la violence, il était tout... Ça fait que, tu sais, en même temps, qu'il y a quelque chose de très... senti sur comment tu as vécu ça, tout ça, c'est-à-dire, tu sais, ça se met entre les mains des gens, de dire, regarde, tu sais, c'était pas Ben Laden non plus, tu sais, loin s'en faut. Puis au début, j'étais pas à l'aise avec tout ce côté-là. C'est des gens autour de moi qui m'ont dit, tu sais, on comprend que tu veux pas écrire une parution d'Allo Vedette, on comprend que tu veux pas tomber dans la confession puis l'autobiographie, mais
mais mets un peu de toi, tu sais, puis ça va mieux passer. Puis je me suis comme laissé tranquillement amadouer. Et puis finalement, J'ai demandé le dossier dans la semaine. Ouais, c'est ça exactement. Et finalement, je l'ai comme fait un peu plus que ce que je voulais au début, puis je le regrette pas finalement, parce que justement, je pense que ça contribue à faire comprendre les autres. On prendrait peut-être quelques minutes pour des interventions du public, des commentaires, des questions. Ils sont là, ils sont captifs, là. Oui?